Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Il est interdit d'être vieux, une émission qui porte malheureusement bien son nom pendant le confinement, cet aphorisme du rabbin Nahman de Breslau est surtout d'actualité dans le sens où le confinement ne doit pas être un prétexte pour rentrer dans une sorte de torpeur, s'habituer à l'amorosité ou se renfermer sur soi. Alors il est peut-être interdit de sortir de chez soi, mais il n'est pas encore interdit de se cultiver et de sortir de soi. Ça tombe bien. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un écrivain et de son dernier ouvrage. Aymeric Patricot est avec nous pour une petite heure. Il vient de sortir La Révolte des Gaulois aux éditions Léo Cher. Bonsoir, Aymeric Patricot. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'inviter. Alors, vous êtes professeur de littérature, auteur de plusieurs romans, notamment sur le thème de la violence faite aux femmes, mais aussi d'essais tirés parfois de votre expérience de professeur en banlieue parisienne. Et c'est pour ces essais que vous êtes plus connu, notamment pour Les Petits Blancs, sortis en 2013, qui expliquaient comment les Blancs prenaient conscience de leur couleur de peau dans un contexte de métissage, essentiellement en banlieue. Aujourd'hui, c'est un peu la suite des Petits Blancs que vous nous présentez avec La Révolte des Gaulois, qui est toujours une réflexion sur le fait d'être blanc en France aujourd'hui, mais cette fois-ci en province, à travers notamment l'épisode des Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour commencer, le sens que vous donnez au mot gaulois ? Alors c'est vrai que pour écrire le livre, je suis parti d'une expression de Macron qui n'a, à mon sens, pas été beaucoup commentée, c'était justement celle des Gaulois réfractaires. Il avait eu une parole d'ailleurs qui ne se voulait pas très violente, mais qui voulait se moquer gentiment des Gaulois réfractaires, c'est-à-dire des Français qui avaient un peu peur du changement. Or, moi qui ai enseigné pendant 10 ans en banlieue, je sais que ce mot gaulois est très utilisé en banlieue et désigne justement la partie blanche de la France. Surtout les Français blancs et en général aussi les Français qu'on associe justement aux campagnes ou à toute cette partie de la France un peu archaïque, en tout cas dans l'esprit des élites dirigeantes. Donc dans le livre, je reprends le mot de Macron et je lui donne le sens suivant. Pour moi, les Gaulois, c'est les Français modestes des provinces en gros, ceux qui sont perçus comme tels à la fois par les banlieues et par les élites dirigeantes. Alors le mot gaulois n'est pas forcément une insulte. Le mot gaulois n'est pas forcément une insulte, mais il y a souvent une part quand même de condescendance quand on utilise ce mot-là. D'accord. Alors, selon vous, ce que vous aviez expliqué aussi dans Les Petits Blancs, c'est le multiculturalisme qui a produit le communautarisme blanc. La différence, c'est que dans Les Petits Blancs, c'est une population qui prend conscience de sa blancheur au contact du métissage, mais elle reste dans l'ombre. Et ce n'est pas le cas de vos Gaulois, qui, eux, sont donc plus de province et se révoltent. À quoi est-ce que vous constatez l'émergence d'une communauté blanche, celle des Gaulois? Quelle est sa culture et pourquoi sa révolte, celle des Gilets jaunes, ça serait une révolte que vous analysez davantage comme culturelle plus qu'économique? Alors tout d'abord, je ne dis pas qu'elle est plus culturelle qu'économique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'analyses économiques et politiques sur la révolte des Gilets jaunes et ce sont des analyses tout à fait valables. Il y a effectivement une part de révolte économique. Simplement, mon livre se veut un complément d'analyse. Il se veut, il a l'ambition d'expliquer que derrière la révolte économique, il y a aussi une part de vexation, une part de revendication culturelle. Alors pour reprendre la première partie de la question sur la différence entre petits blancs et gaulois, c'est vrai que je définissais les petits blancs comme des blancs très pauvres et qui prenaient conscience de leur couleur de peau, en banlieue notamment. Et c'était un sujet assez tabou selon moi, parce que personne ne parlait de ces gens-là. Et puis, en France, il y a une sorte de surmoi républicain qui veut qu'on soit tous citoyens français, ce qui est d'ailleurs très vrai, et qu'il faudrait donc mettre entre parenthèses les apparences culturelles ou ethniques ou religieuses. Et pour moi, il y a une réalité du terrain qui contredit souvent cet idéal républicain. Et je fais partie de ceux qui disent qu'il ne faut pas mettre ces questions-là sous la couverture et qu'il faut en parler pour crever certains abcès. Alors simplement, et pour finir de répondre à votre question, sur la différence entre petits blancs et gaulois, pour moi les petits blancs sont très conscients de leur couleur de peau. J'en rencontrais notamment quand j'étais prof en banlieue. Je connaissais effectivement des jeunes élèves blancs qui réfléchissaient tous les jours à leur couleur de peau. En revanche, sur les gilets jaunes, c'est moins évident.
quand on pose la question aux Gilets jaunes, peu des Gilets jaunes reconnaîtront qu'ils seront blancs, ou ils diront qu'ils n'ont pas du tout réfléchi en ces termes-là. Malgré tout, je pense qu'effectivement, quand on gratte un peu, on se rend compte que la majorité écrasante des Gilets jaunes était blanc, en tant qu'aperçu comme blanc par les élites et par les banlieues. Donc c'est ce qui me laisse penser qu'effectivement, on va dans les décennies à venir assister à l'émergence d'une question culturelle nouvelle et peut-être d'une sorte de nouvelle communauté qui serait une communauté blanche, gauloise, entre guillemets, en France. Mais c'est un sujet encore tabou ou qui nous met souvent très mal à l'aise. Et alors justement, il y a une question qui se pose et que vous posez dans le livre. Vous dites, vous reprenez un peu les propos d'Emmanuel Macron, donc qui avait dit en février 2017, il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France et elle est diverse. Vous posez la question suivante, est-ce qu'une communauté majoritaire a aujourd'hui le droit d'avoir sa culture sans qu'elle passe pour oppressive? Comment vous y répondez à cette question? Alors, c'est une question éminemment complexe. On pourrait commencer à y répondre en considérant tout d'abord qu'en France, il y a une forme de schizophrénie. Certains constatent qu'on est déjà en société multiculturelle, et d'ailleurs Macron le dit, et en même temps, on n'a pas trop le droit de le dire non plus. Parce que quand on commence à nommer cette société et à la décrire, on est très vite accusé justement d'être un communautarien, un communautariste et d'essentialiser les cultures. Donc il y a une grande tension en France sur ces sujets-là. On oscille constamment entre la constatation de fait qu'il y a du multiculturalisme et le refus de le considérer. Alors, quand il s'agit des cultures majoritaires, c'est aussi, disons, le problème des sociétés multiculturelles. Souvent, quand on est dans des sociétés multiculturelles, on a tendance à considérer que la culture dite majoritaire, même si on a souvent du mal à la définir, a tendance à être oppressive. Donc, on demande symboliquement à cette culture majoritaire de s'exprimer, on va dire, en mode mineur, c'est-à-dire de faire attention à ne pas écraser de son propre poids les cultures minoritaires. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs en France. La classe politique, la classe médiatique, et même la plupart d'entre nous avons du mal à dire qu'il y a une culture majoritaire. Parce qu'on se sentira coupable à l'idée que cette culture majoritaire puisse écraser l'expression des cultures minoritaires. Donc on a tendance finalement à réduire la culture majoritaire à quelques droits essentiels des droits de l'homme, et donc à la désessentialiser. Bon, mais une des hypothèses du livre, c'est que cette culture qu'on dit majoritaire, et à qui on demande de se taire un peu, a tendance à entrer en voie de minorisation. Alors ça, c'est un autre sujet assez tabou en France, mais qui est souvent étudié dans les pays anglo-saxons, par exemple en Angleterre et aux États-Unis, évidemment, mais aussi au Canada. C'est le fait que cette culture majoritaire blanche, qu'on considère comme allant de soi, est en fait en voie de devenir de moins en moins majoritaire. Là, c'est les études démographiques qui le montrent. En Angleterre, il y a des livres très sérieux là-dessus, aux États-Unis aussi. Alors, que se passe-t-il quand, effectivement, une culture qui était anciennement majoritaire est en train de devenir minoritaire? Est-ce qu'elle retrouve le droit à s'exprimer en tant que telle? En tout cas, encore une fois, moi, je fais l'hypothèse que dans le siècle qui s'ouvre, en France, cette question d'une culture blanche, entre guillemets, ou franco-française, va se poser de plus en plus. Même si aujourd'hui, encore une fois, tout le monde se braque un peu quand on aborde ce genre de sujet. Est-ce que vous, Aymeric Patricot, vous êtes pour justement qu'on puisse de manière totalement décomplexée revendiquer sa culture, son identité et en être fier, par exemple? Est-ce qu'il faut être fier d'être blanc, fier d'être noir ou fier d'être juif? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous militez en somme? Alors non, la fierté, non. Mais, alors moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il ne faut pas que la question des identités soit taboue. D'ailleurs, depuis les années 70, c'est même la gauche qui a redonné
disons, ces lettres de noblesse à l'identité par le biais des identités minoritaires. Donc le thème de l'identité n'est plus marqué à droite, il couvre en fait tout le spectre politique. Donc la notion d'identité, pour moi, n'est pas un gros mot, on a parfaitement le droit d'avoir une identité, et même surtout d'ailleurs plusieurs identités. Alors c'est le terme de fierté qui me paraît plus problématique. Sur la question plus particulière de la blancheur ou de la blanchité, comme on dit, j'essaie dans le livre de définir une position qui soit ni celle du déni, comme on a souvent en République française, ni celle de la fierté, justement, ni celle de l'accusation. C'est-à-dire que dans une certaine, disons, littérature souvent sociologique, il y a l'idée que les Blancs sont forcément des privilégiés. Bon. Donc j'essaie de définir une posture qui soit à mi-chemin entre ces trois-là, qui soit simplement une posture authentique, comme dirait Sartre, c'est-à-dire une posture qui consisterait à dire « oui, les Blancs existent, au moins dans le regard des autres », on n'en est ni fier ni pas fier, simplement on vit avec cette dimension-là. Donc Oui. pour conclure, le mot identité pour moi n'est pas un gros mot, il est même utilisé finalement par tout le monde, et il faut essayer de trouver l'intermédiaire entre fierté et déni, et puis même dénigrement. Non. Oui. Alors, vous avez dit un peu avant que les Gaulois se sentaient pas particulièrement blancs. Vous dites dans votre livre que il y a une convergence entre les Gaulois et les Français d'origine maghrébine et africaine qui s'amorce, puisque ces derniers sont de plus en plus conservateurs, ils votent de plus en plus à droite, y compris sur des sujets sociétaux comme le mariage pour tous. Pourtant, vous estimez que 95% des Gilets jaunes étaient blancs. Est-ce qu'on peut être quand même un Gaulois si on n'est pas blanc ? Alors effectivement, c'est toute la question délicate du rapport entre l'ethnie ou la couleur de peau et la culture. Bon. Est-ce que les cultures sont forcément limitées à telle ou telle couleur de peau ou à tel ou tel phénotype ou tel physique? Bon. Alors on pourrait faire un parallèle avec le rap. Quand on voit l'histoire du rap, le rap est évidemment lié à une communauté raciale, en l'occurrence les Afro-Américains qui étaient stigmatisés et même mis à l'écart de la société américaine. Donc disons que le rap est lié tout de même à une minorité, et il s'en est, en devenant une culture, il s'en est en partie affranchi. C'est-à-dire qu'on voit des rappeurs blancs, évidemment. Oui, il y en a énormément. Eminem qui est blanc, mais oui, il y en a même de plus en plus en France. Donc, les cultures peuvent naître dans des contextes ethniques assez précis, et puis, dans un deuxième temps, s'en affranchir. Simplement, il y a toujours un rapport. Alors, c'est toujours difficile de le décrire, mais quand on pense au rap, si tous les rappeurs devenaient des petits bourgeois blancs, l'esprit, disons, du rap serait plus le même, serait moins un esprit de révolte. Donc, ça deviendrait sans doute une autre musique. C'est comme le reggae. Bon, le reggae est quand même lié à un contexte, à des pays particuliers, à des cultures singulières. Donc, disons que les cultures sont pas uniquement liées à des couleurs de peau, mais qu'il y a quand même un rapport d'histoire et de symboles. Oui, bien sûr. Donc, pour en revenir aux Gilets jaunes et au mot gaulois, on peut être évidemment un Gaulois si on est d'origine maghrébine, si on a la peau noire. Mais du coup, on a fait sienne, certaines valeurs. On s'identifie à une histoire, à une manière de parler, de s'habiller, etc. C'est ce qu'on pouvait appeler il y a quelques années l'assimilation, finalement. On peut s'assimiler à des couleurs différentes. De même qu'Eminem s'assimile à l'histoire du ghetto. Si on change de culture, ou on s'approprie certains traits culturels. Voilà. De même qu'Eminem très consciemment s'approprie certains traits culturels du ghetto américain. De même, oui, certains Français qui ont des noms maghrébins, non musulmans, peuvent se sentir gaulois et gilets jaunes sans problème. Oui. En fait, on peut parler d'identité à partir du moment où les identités sont ouvertes et mobiles et peuvent accepter un peu tout le monde. C'est ça, sans doute, la différence entre identité et ethnie. Il y a un parti en France dont vous parlez qui s'accapare un peu cette notion d'identité, c'est le Rassemblement national. Et vous dites pourtant que les Gaulois, c'est une forme de cauchemar pour l'extrême droite, parce qu'ils ont renoncé à leur rapport totalisant
avec la nation, et le fait qu'il se constitue en minorité et non plus en majorité, comme il pourrait le faire, ça c'est extrêmement problématique, selon vous, pour l'extrême droite. Oui. En fait, ce que je décris est un véritable cauchemar pour l'extrême droite, dans le sens où donc je décris le fait que les Blancs, petit à petit, prennent conscience qu'ils sont une culture particulière au sein de la nation et qui sont en voie même de minorisation. Or, dans le fantasme de l'extrême droite, disons, la colonne vertébrale du pays est blanc catholique. Bon. Si on commence à évoquer le fait que les Blancs catholiques sont en train de devenir une minorité, ça donne des sursfroides forcément à tous ceux qui pensent que non, la France est essentiellement blanche et catholique, comme aurait pu dire De Gaulle. Donc, ça pour dire que le propos de mon livre n'est pas assimilable à un propos d'extrême droite. Au contraire, il constate une évolution qui représente une forme de cauchemar pour certains. Par ailleurs, l'idéal même de l'Europe est celui-là. Quand on lit par exemple un philosophe qui est Habermas, qui est un des grands philosophes contemporains européens et qui inspire beaucoup de politiques européennes, c'est ça son idéal. Pour lui, l'Europe, c'est une sorte de grande coquille dans laquelle s'inscrivent plein d'identités, y compris des identités, d'anciennes identités nationales. Et je pense que c'est l'idéal profond européen, c'est celui-là, qui ne correspond pas du tout à un idéal d'identité substantielle, assez fixe. Voilà, alors, mais je pense qu'on se dirige vers ce schéma-là. Vous parlez de l'identité, mais pas seulement dans votre livre, même si évidemment c'est un des thèmes essentiels. Vous dénoncez aussi un peu, en vous appuyant sur Emmanuel Todd, vous dites que vous êtes d'accord avec lui, et que nous sommes actuellement dans un régime de semi-oligarchie, c'est-à-dire qu'il est possible de renverser nos élus lors des élections, mais il y a des castes et des groupes d'intérêts qui s'accaparent une partie du pouvoir, et c'est ça qui a agacé les Gilets jaunes. Qui sont ces castes et ces groupes d'intérêts que vous désignez, Aymeric Patricot? Alors, dans le livre, je ne dénonce pas vraiment moi-même l'oligarchie, entre guillemets, je constate simplement que l'idée s'est banalisée. Et ça me frappe beaucoup. Il y a 10 ans, quand on parlait d'oligarchie, ça étonnait beaucoup les gens. Beaucoup de gens même ne connaissaient pas le mot ou ne savaient pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, c'est devenu banal. Le mot est rentré dans le vocabulaire commun. Tout le monde pense qu'on est en système oligarchique. Et d'ailleurs, le livre de Juan Branco, qu'on en pense du bien ou du mal, a contribué à populariser la notion. Bon, c'est un terme qu'il utilise beaucoup. Moi, je pense qu'en fait, on n'est pas en régime oligarchique, mais on est quand même en régime semi-oligarchique. C'est-à-dire qu'il y a j'ai noté depuis des années maintenant une forme de paresse intellectuelle chez ceux qui nous dirigent, qui consiste à dire qu'en gros, les gens du peuple sont pas forcément finaux et qu'il faut les éduquer. Voilà. Il y a une sorte d'inversion des valeurs. Comment dire? D'ailleurs, ça a été noté aussi par Christopher Lasch maintenant dans les années 90, donc ça commence à dater, mais il avait remarqué que les élites s'étaient affranchies d'un certain devoir de servir le peuple. Pendant longtemps, on a cru que c'était le peuple qui conférait la souveraineté à des gens élus, mais tout ça s'est inversé. Les élus considèrent maintenant que le peuple travaille pour eux plus qu'il ne travaille pour le peuple. Et il y a une forme de condescendance que moi je ressens depuis des décennies maintenant. C'est-à-dire que quand j'écoute les élus, j'ai l'impression qu'ils s'affranchissent assez facilement de l'opinion du peuple, en considérant que le peuple est pas forcément éduqué. Et ça m'a toujours rendu triste. Et ce qui m'a réjoui dans la révolte des Gaulois, c'est que, enfin, des gens disent, mais écoutez-nous, on n'est pas des... c'est nous qui travaillons pour... Enfin, c'est vous qui devez travailler pour nous et pas l'inverse. C'est nous qui faisons la richesse du pays. Donc arrêtez de nous prendre pour des demeurés et de contourner toutes nos volontés. Maintenant, en 2005, il y a eu le fameux traité sur la Constitution européenne avec le non-référendum. Moi, ça m'a toujours révolté, ça, le fait que le peuple se prononçait contre une constitution et le fait qu'après, cette constitution soit malgré tout entérinée quelques années plus tard. Bon. Donc je pense qu'il y a eu effectivement une dérive antidémocratique. Alors je ne dis pas qu'on n'est plus en démocratie, mais il y a une certaine dérive antidémocratique des pouvoirs en place depuis maintenant plusieurs décennies. Donc j'ose espérer que la crise des Gilets jaunes remette un peu les pendules à l'heure à ce niveau-là.
Vous comparez cette révolte des Gilets jaunes, alors que vous êtes pas le seul évidemment, avec le fameux white lash, c'est-à-dire donc le contre-coup blanc aux États-Unis qui a permis l'élection de Donald Trump. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous pensez que cette révolte, comme le white lash, va porter un populiste au pouvoir en France? Est-ce que vous pensez que quelqu'un est capable de capter cet électorat? Est-ce que ce serait l'extrême droite ou pas? Parce qu'on a vu que c'était compliqué. Quelqu'un d'autre? Est-ce que ça sera récupéré par personne, ce mouvement? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la continuité politique de ce mouvement éventuellement dans les urnes? Alors, avant de répondre à la deuxième partie des questions, je vais expliquer un peu ce que c'est que le white lash et préciser quand même que quasiment personne en a parlé. Quand on lit le livre de Todd sur les classes sociales et sur les gilets jaunes, à la fin de son livre, il écarte de manière assez désinvolte et assez méprisante toute explication culturelle des gilets jaunes. Donc, il refuse l'explication du white lash. Alors, donc, c'est une explication que j'ai quasiment vue dans aucun article. Dans cette explication culturelle. Alors pour expliquer ce que c'est que le white lash, c'est un mot qui a été utilisé par un journaliste afro-américain au lendemain de l'élection de Trump. Il était bouleversé comme beaucoup d'Américains et il s'est exclamé c'est un white lash, c'est-à-dire c'est un jeu de mots entre backlash et white, donc un contre-coup blanc, un retour de bâton. Et l'analyse de ce journaliste afro-américain, qui était d'ailleurs faite sous le coup de l'émotion, c'était que les blancs, en tout cas certains blancs, s'étaient en partie vengés. Comme Obama avait gouverné le pays pendant deux mandats, les Blancs avaient voulu un peu reprendre le pouvoir symboliquement, et de manière d'ailleurs un peu agressive, puisque Trump est une figure un peu agressive. Et je pense qu'effectivement, les Gilets jaunes relèvent en partie de ce phénomène de white lash, même si très peu de gens l'ont dit. Et je fais d'ailleurs dans le livre un parallèle entre les révoltes en banlieue de 2005 et les Gilets jaunes. Pour moi, il y a quand même des points communs forts. En 2005 aussi, c'était une population qui se révoltait pour des questions économiques, mais surtout pour des questions culturelles et de discrimination, puisque c'était deux adolescents noirs et arabes qui avaient été tués par la police. Et pour moi, les Gilets jaunes, il y a aussi cet ordre-là, puisque une des revendications a tout de même été de dire, nous, Français des campagnes, personne ne nous écoute depuis des décennies, on en a marre. Et d'ailleurs, on pouvait voir dans beaucoup d'interviews qu'il y avait une forme de jalousie vis-à-vis des politiques de la ville et vis-à-vis d'une certaine attention de la classe politique vis-à-vis des banlieues. Donc, une des thèses du livre, c'est que les gilets jaunes et les banlieues ne s'opposent pas frontalement, mais il y a tout de même une forme de compétition victimaire vis-à-vis d'un pouvoir central. Alors, sur la deuxième partie de votre question, est-ce qu'un parti va capter cet électorat-là? Alors, on pourrait penser que le Rassemblement national puisse capter ça, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que le Rassemblement national n'arrivera jamais au pouvoir. Bon, je pense qu'il y a de telles barrières. Il est tellement associé au passé sulfureux de Jean-Marie Le Pen et à la question de Vichy en France que personnellement, j'ai jamais pensé qu'une majorité d'électeurs pouvait voter pour le Rassemblement national. Donc, en France, il y a une sorte de vide politique sur ces questions-là. Trump, lui, avait réussi à capter la colère un peu blanche des campagnes. En Angleterre aussi, finalement, le Brexit, c'est un peu la même mouvance. En France, je ne pense pas que ça arrivera. Mais n'empêche que cette colère existe et que cette revendication d'existence existe, selon moi. Alors, il y a eu plusieurs reproches. Alors, juste pour finir... Oui. Pardon ? Non, juste pour finir là-dessus, je pense malgré tout que quelqu'un qui veut arriver au pouvoir avec un large consensus devra faire une place à ces questions-là. Et je repense souvent à la première campagne de Barack Obama, qui avait eu l'intelligence effectivement de représenter la minorité afro-américaine, mais aussi de s'adresser à l'ouvrier blanc, puisque dans ses discours, il disait que les Afro-Américains avaient des raisons de se plaindre et d'être en colère, mais que certains blancs aussi, et qu'il fallait inclure, entre guillemets, comme on dit souvent maintenant, tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, en France, un homme politique qui voudrait être aimé d'une majorité de la population doit envoyer des signaux aux minorités, mais aussi à cette majorité qui n'est plus tellement majoritaire. Donc je ne pense pas que Marine Le Pen puisse arriver au pouvoir, mais je pense que quelqu'un qui voudrait arriver au pouvoir devrait tenir compte de cette question-là. Devrait prendre en compte. Alors, il y a eu
pas mal de dérives quand même dans cette révolte des Gaulois, dans ces gilets jaunes qui ont été pointés du doigt. Et il y a eu notamment, et vous en parlez dans votre livre, dans cette lutte contre le système, on s'est demandé si la lutte des gilets jaunes était parfois antisémite. Alors vous faites état de quenelles qui ont été reprises par les gilets jaunes lors des manifestations, donc en référence à Dieudonné. Et pourtant, après avoir analysé un peu tout cela, vous estimez que ces Gaulois, ils sont finalement ni antisémites, ni judéophiles, qui s'en fichent, tout simplement, qui sont avant tout contre la figure du banquier, et que celui-ci soit finalement chrétien, juif, étranger, ils s'en fichent. Alors, pourtant, il y a eu quand même des épisodes, voilà, il y a eu Alain Finkielkraut aussi, qui s'est fait traiter de sale sioniste. Est-ce que vous pensez que l'antisémitisme est vraiment hors sujet, s'agissant des Gaulois? Alors, il n'est pas hors sujet, c'est indéniable qu'il y a eu des paroles antisémites, des gestes antisémites, voilà, mais c'est pas consubstantiel au mouvement. Ma thèse, c'est que la révolte les Gilets jaunes, c'est une protestation d'existence. C'est un groupe qui émerge et qui dit « nous sommes là ». Donc forcément, tout groupe qui émerge et qui dit qu'il est là se distingue des autres. Donc de même que les Gilets jaunes se sont relativement distingués de la banlieue, sans dire que la banlieue était une ennemie. De même, forcément, le gilet jaune, donc il n'est pas judéophile, mais il n'est pas non plus forcément antisémite. Disons qu'il peut être antisémite, d'ailleurs ce serait ridicule de le nier, mais il ne l'est pas essentiellement. C'est ça mon propos. D'autre part, c'est vrai que j'évoque, il y a un ressentiment évident contre ce que beaucoup appellent le système. Et donc les banques font partie de ce système. Donc il y a un cliché qui veut qu'effectivement la banque soit à majorité juive. Bon. Donc beaucoup de gens qui peuvent être antisémites le sont parce qu'ils associent les juifs à la banque. Bon. Mais au fond, quand on creuse un peu et qu'on parle avec ces gens-là, ils seraient incapables de définir ce que c'est que le judaïsme, ce que c'est même au fond que la banque. C'est des sortes de réflexes de pensée assez pauvres, mais qui ne me paraissent pas essentiellement antisémites, ou en tout cas antisémites de manière virulente. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de majoritaire. Donc je ne nie pas du tout qu'il y ait de l'antisémitisme. Je pense d'ailleurs qu'il y en a beaucoup dans la société française de n'importe quel côté de la société. Mais ce n'est pas essentiellement lié à ce mouvement-là. Par contre, oui, le mouvement n'est pas fondamentalement judéophile. Au fond, voilà, les Gaulois ne s'intéressent que peu à cette question-là. Oui, c'est ce que vous dites, ils s'en fichent. Par contre, il y a une opposition dont vous parlez beaucoup et dont vous venez de parler un petit peu juste avant, c'est l'opposition banlieue-campagne. Alors, vous considérez que les Gaulois sont finalement assez jaloux des banlieues, ils se sentent mis de côté par rapport à elles, et d'un autre côté, il y a la banlieue qui est assez indifférente ou moqueuse. Vous pensez que cette opposition vraiment est structurante entre les deux? Moi, je pense qu'elle est décisive. Encore une fois, les gilets jaunes, on peut les analyser selon trois grilles. Une grille économique, une grille politique, tout ce qui a rapport à la démocratie, l'expression, etc. Et puis cette question culturelle. Et quand on en arrive à la question culturelle, il y a ce que j'appelle dans le livre des pôles d'identification. Souvent, quand on réfléchit à tout ça, on s'identifie à des pôles, on réfléchit en termes de pôles. Et pour moi, il y a trois pôles qui se distinguent. Il y a vraiment les banlieues. Aujourd'hui, on dit les quartiers, entre guillemets, on fonctionne par euphémisme. Il y a la France des provinces modestes, ce que j'appelle les Gaulois, et puis la France bourgeoise des cités, pas des cités, pardon, des grandes villes, qui sont les décideurs économiques ou politiques, les élites, comme on dit parfois. Et pour moi, cette répartition explique beaucoup de choses. Et c'est évident que s'il y a eu les Gilets jaunes, c'est parce que cette France modeste de province s'est sentie oubliée. Alors ce que je dis a déjà été relevé par d'autres auteurs, hein, mais peu d'entre eux insistent vraiment là-dessus. Depuis 2005 et les émeutes qui avaient embrasé la France, c'est évident que toute la classe politique a inclus dans ses discours une attention aux quartiers défavorisés. Mais il y a eu un oubli de cette autre France, que certains appellent périphérique, d'autres la France des campagnes, qui a été un peu reléguée dans l'ombre.
D'ailleurs, quand j'ai écrit le livre Les Petits Blancs en 2013, j'avais rencontré plusieurs paysans qui m'avaient dit ça. Ils m'avaient dit, bon, bah, nous, on s'appauvrit. On sait bien que quand on va en ville, les gens se moquent de nous. On sait bien que les hommes politiques ne parlent pas de nous. Mais si personne parle de nous, c'est parce qu'on est isolé, on est peu nombreux, et puis on ne fait pas de bruit, on casse rien. Donc il y avait un fatalisme, il y avait une tristesse que je sentais. Oui, et vous dites même moi, que les Gilets jaunes ont été jaloux de se faire voler leur violence par celle des banlieues pendant les différents actes. Ah oui, alors ça c'est encore une autre question, c'est l'évolution du mouvement. Mais disons qu'au début, tout le monde, avant que les Gilets jaunes émergent, tout le monde se disait que jamais les campagnes se révolteraient, puisque en plus elles étaient dispersées, qu'il y a peu d'enfants, que c'est des gens qui sont pas jeunes. Bon. Et puis le paysan français travaille tellement et tellement pauvre qu'il n'a même pas l'idée d'aller brûler des voitures. Bon. Et puis, non, c'est arrivé. Voilà, ce que je croyais du fatalisme en 2013 avec les petits blancs, c'est arrivé. Il y a eu une révolte. Les gens ont pris les armes, en tout cas des pneus qu'ils ont brûlés. Et c'est ce pôle-là, voilà, ce troisième pôle que tout le monde croyait en voie de disparition, qui s'est soulevé. Donc la tripartition que je fais entre banlieue, province modeste et élite me paraît flagrante. Et je ne comprends pas qu'on l'écarte systématiquement, qu'on ironise là-dessus. Alors, ce que vous pointez, le fait qu'il y a eu une jalousie dans un deuxième temps, c'est vrai que ça c'est frappant. Je pense que dans les Gilets jaunes, il y a quand même deux moments principaux de la révolte. Il y a tout d'abord eu la prise des ronds-points et puis les manifestations pacifiques. Et puis dans un deuxième temps, ça a dégénéré. Mais parce que se sont mêlés aux Gilets jaunes des gens qui n'en faisaient pas partie à l'origine. Donc il y a eu les fameux Black Blocs, il y a aussi certaines violences qui venaient de banlieue, et ça a rendu le mouvement moins lisible. Mais je pense que l'inspiration première, c'est vraiment ces gens modestes qui n'avaient jamais manifesté. Et d'ailleurs, quand on rencontrait des Gilets jaunes, ils disaient, mais c'est la première fois, moi, que je vais sur la voie publique pour dire que j'existe. Il y a une vraie découverte de ce que pouvait être la protestation. Et c'est cette France-là qui s'est levée, et dont personne ne pensait qu'elle se lèverait un jour.